Moi, je trouve pas ça vilain. Qu'est-ce qu'il y aurait de vilain? C'est toi qui es vilain. Faut être vilain soi-même pour trouver tout vilain. Indépendant. Alternatif. Culte. Fou. Rare. Inconnu. Étrange. Inclassable. Provocant. Incompris. Tout l'album a un son très épuré. Il y a un éclat qui montre leur grand professionnalisme. C'est ça qui donne aux chansons la force des tubes. Plus étrange que le paradis. C'est l'émission qui déterre des trésors. Et parfois quelques cadavres. Tu dois jamais critiquer les films. C'est la politique de la maison. Tu veux appliquer tes propres règles? Ouvre ton propre ciné. Salut à tous, bienvenue pour cette 58e émission de Plus étrange que le paradis. On va pas se mentir, on a mis du temps à revenir, on a subi une année 2020 et début 2021 un petit peu compliquée. Ça a été un peu complexe pour nous en termes d'orgas, d'enregistrement pour les dispos de chacun. Mais on a décidé avec toute la team de revenir, on est back, on est de retour dans le game pour une 6e saison. Donc on a envie d'enchaîner, on avait soif, très très soif de parler musique, ciné, alternatif toujours, et on n'avait pas envie de vous abandonner et on est content de reprendre le sujet. De ce fait, je suis ce soir toujours accompagné par une team de sauvageons prêts à se battre pour défendre leurs idéaux. On a Emric Emrock qui est là ce soir. Yo, ça va mon pote? Ça va et toi? Ça va très bien. Tu content d'être là. Ça fait plaisir. De revoir dans des coudres. Ouais, puis on se revoit en vrai surtout, pas à travers un écran quoi, c'est cool. C'est vrai. Tu vas nous parler de quoi ce soir? Je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur et plus particulièrement d'un label qui me tient à cœur, mais en l'occurrence c'est l'album de Conway qui s'appelle Reject 2. Ok. Sorti en 2015. Hip-hop donc. Hip-hop forever. Ok. On enchaînera avec Denis Deneuger, le pilier de Plus étrange que le paradis, toujours là. 6 saisons et toujours là. Toujours là, toujours fringant. Et oui, moi je vais vous parler d'un petit groupe de John Skin en veut, Sepultura, 15e album, Quadra, et on y vient. T'avais envie de headbanger ce soir, de te rappeler un petit peu Non, quelque chose qui m'a mis ma petite claque, voilà, donc je vais en parler. Moi, je vais vous parler d'un film qui est sorti juste avant le Covid. Alors, du coup, il n'a pas eu le droit d'avoir une exploitation salle très, très développée parce qu'il est vraiment sorti, je crois, un mois avant le début du Covid. C'était Monos, un film colombien qui est sorti donc, en début d'année 2020. Donc, je vais vous emmener un petit peu dans la moiteur de la jungle colombienne et vous faire transpirer un petit peu. Voilà. Et on a un nouveau arrivant ce soir, Radical Head. Bienvenue, Radical. Bienvenue à toi. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. On est toujours preneur de nouveaux horizons musicaux et filmiques. Et voilà, tu vas nous présenter quoi ce soir du coup? Je vais parler de l'album Bad Kid de Bakar, un artiste londonien qui me fait kiffer, qui me fait vibrer. Au top. Parfait. On finira par toi du coup. Yes. Et au son, on a Loïc Lemab qui nous délaisse un peu cette année en termes de présentation. Il nous délaisse, mais il s'occupe il est en mode techos là, donc il est à fond. Il est là. Il est présent, c'est lui à la table de mixage et c'est grâce à lui qu'on va avoir un truc top. Voilà. Bon, du coup, on commence par toi, Emric, c'est quand tu veux. Hein. Tout à fait. Alors, avant d'aborder l'album que j'ai choisi, je vais d'abord vous parler un petit peu de son contexte. Et c'est une histoire de famille dont on va parler. Ça se passe à Buffalo, une ville qui n'est absolument sur aucune carte du rap game. 4 cousins vivent dans une banlieue... dans une des banlieues les plus pauvres de la ville. Et très tôt, malheureusement, ils basculent dans le trafic de drogue. Mais quand je vous dis très tôt, c'est genre 10-11 ans. En parallèle de ça, ils aiment bien rapper. Ils montent même un groupe. Mais bon, ça reste quand même secondaire parce que c'est beaucoup moins lucratif. On va pas se mentir. Les années passent et pour chacun, avec des allers-retours en prison, en 2006 arrive un acte fondateur, Machine Gun Black, un des 4 cousins est assassiné, c'est forcément la douche froide et l'heure de la remise en question pour toute la fratrie. Fin des années 2000, West Side Gun, donc un autre des cousins persuadé que son demi-frère est un MC en or massif, il décide de se produire et monte le label Griselda Records en référence à la narcotrafiquante Griselda Blanco. Ce qui donne un peu les influences. C'est à ce moment-là que son poulain se fait tirer dessus et est laissé pour paraplégique.
Il choisit donc de se lancer tout seul et sort en 2012 sa première mixtape au doux nom de Hitler Wear Hermès. Un parallèle du diable s'habille en Prada. C'est un four total, mais ce n'est pas vraiment surprenant car c'est l'opposé de ce qui se propose à l'époque, en pleine explosion de la trappe. La recette est simple et connue depuis les années 90, des boucles minimales, souvent à base de samples de soul et un storytelling au plus près de la rue, hyper cru et violent, à la Wu-Tang Clan ou Mobb Deep, qui sont des références plus qu'assumées par le bonhomme. Mais cette première étape est un vrai laboratoire pour la suite de l'histoire et le son Griselda se met en place avec l'arrivée dans l'équation de Daringer, qui va devenir l'architecte sonore du label. S'ensuit ensuite plusieurs mixtapes et albums qui vont faire gonfler leur fanbase, jusqu'à l'explosion que sera la sortie de l'album Fly God de West Side Gun en 2016, où là, il dit à son cousin Benny the Butcher, clin d'œil, d'arrêter ses conneries en dealant dans la rue et de rejoindre l'aventure. Donc tout le monde se met au diapason. L'apothéose arrive en 2017 quand c'est Lascar, sorti de la pauvreté la plus crasse, signe un contrat avec Shady Records, donc Eminem, pour la distribution de leurs albums, et Roc Nation, donc Jay-Z, pour le management. Ça va les gars, ils étaient... Ouais, ça va. Une belle success story, quoi. Voilà pour la petite histoire, mais je vais vous parler plus précisément, plus spécifiquement du quatrième cousin, Damon Price, a.k.a. Conway the Machine, le demi-frère donc, de West Side Gun. La vie ne lui fait pas vraiment de cadeau, genre à 10 ans, son beau-père du moment défoncé lui met un coup de pied dans le ventre qui lui coupe les abdominaux en deux. Il grandit sans père, passera une partie de sa jeunesse en prison. À 16 ans, il voit son meilleur pote se faire tuer sous ses yeux. Et donc à l'âge de 29 ans, il se fait tirer dessus en sortant de boîte de nuit et se prend 3 balles dont une dans le cou. On lui annonce qu'il ne pourra plus marcher et à la moitié du visage paralysé. Ça stoppe net sa carrière de rappeur qu'il s'apprêtait à entamer et ça aurait pu être la fin pour lui, mais c'est une renaissance à force d'acharnement et de rééducation. Non seulement il remarche, mais sa gueule cassée devient sa marque de fabrique. Il fait son grand retour gagnant en sortant en 2015 son projet Reject 2, un album assez monolithique, désabusé et nonchalant. Il aborde d'ailleurs fièrement ses blessures sur la pochette de l'album, entièrement produit par Daringer qui fait le choix de mettre en retrait les batteries. Conway a tout l'espace pour raconter ses histoires de rue les plus glauques avec un flow et un timbre de voix qui collent parfaitement au propos. Timbre de voix d'ailleurs dû à sa bouche déformée angle droit, quoi. Je vous invite à aller voir la gueule qu'il a. Conway nous entraîne alors dans sa rue, au plus près du client, dans une ambiance froide et hostile. Et il ne fait pas l'apologie du dealer, mais en souligne le prix à payer. J'ai choisi en extrait le titre qu'on va écouter, qui s'appelle Rex Ryan, en featuring avec West Side Gun, que vous pourrez reconnaître à la voix au perché, et Rock Marciano, qui est proche du label. Et j'espère que, comme moi, vous aurez été séduit par ce disque. Et je suis très curieux de connaître votre avis. In my cup, the Mac is tucked, what? I'm sticky, I'm back to fuck up. I keep the blicky since them niggas clap my truck up. The wax had me gagging after one puff. I remember back it jumps up. Now it's a half of one stuffed in the trunk. I stack my funds up. Call my savage and have his gun bust. Then they find you wrapped in plastic in a dump truck. Fuck. Only built Deodorus. I pull up with a bitch, they thought it was Rita Ora. My little head buster keep his tool ringing off. Got 2 bodies this summer, he said he needs some more. Highest grade marijuana, directly from the farmer. My enemies is all goners, guess it was karma. Trauma, 4 keys in your baby mom's Elantra. Big ass gun like something out of Contra. Don't make me spray it, nigga. Bodies dropping 5K, nigga. You know how I play it, nigga. Red October, yeah, nigga. Loud, moving slow, I had to yeah, nigga. Still ill when I write it. When they don't name me top 5, I feel slighted. Niggas be talking, but when I'm around, they real quiet. You can pray to Jesus all you want, you still dying, motherfucker. Hey yo, this is second coming of Christ. Herb like a
flight jacket, Mac on sight. All red guy gets on, stunk you to death. Yeah, you got designers, but you rockin' it left. Need a new plug, prices getting outrageous. Shot the 30 off, my nigga wasn't even naming. Pink lemonade, Porsche Cayman. Low more jealous, looking like a nigga Peyton. Patience a virtue, my youngins a mercu. Ain't going to Balmain, blazing the shirt too. Shotgun like Peyton, the fly guard, but the all red, Yeezy boost Satan. Eyes out, gloves on, waiting. Cameras on, Larry like Poe, whoa. Life so great, they say a nigga sold his soul. Praying Rex get us a Super Bowl. Bust out brigade, the wrist froze from flipping nose. You know the rules, let the jewels go smooth. They never should've sold you dudes Pro Tools. These old dudes let the hoes choose. Nigga, your shoes is overused. I hear the fat lady singing, that bitch can hold a tune. As Ben said, I'm guarding the flesh, I had to show and prove. My sneakers literally from Italy. Linked on the cane, thought it was muscular dystrophy. 100 shots, your heel figure look like a fricassee. Who you think, you Mr. T? Mitch Green? Or the new Richard Roundtree? You found the Queens with your shit twisted like it was ground beef. A few niggas in town grieve. Variegated paint on the I-8. Obviously you see that I ain't. Don't think I'm like these other rap niggas, cause I ain't. We pirate. You got pie in your face. Denim and supplies for flyways. You can't buy takes, we looking at you sideways. Incroyable cet instru du Fat. On va passer la parole Denis Dedegé qui veut parler en premier. Exact. J'étais passé un peu à côté de Conway, donc j'avais écouté Loulou, j'avais écouté son dernier album où il a une couronne, je me rappelle plus, voilà. Et du coup de revenir comme ça et de comprendre et d'accepter le côté ultra dark de ses instrus, de ça, alors que j'étais pas dedans. Je trouve ça excellent, mais vraiment excellent. En plus, c'est mon morceau préféré là, que tu as mis de cet album. Et ouais, je trouve ça vraiment très très bon. Et il faut être dans l'état d'esprit pour écouter. Il y a des jours où tu ne peux pas. C'est vraiment ça. Il y a des jours où non, ça va pas passer. Ce qui est intéressant, c'est le décalage avec ce que proposent aujourd'hui les États-Unis en termes de rap, où il faut que ce soit du banger. Alors là, clairement, c'est quand même le niveau plat de l'instrumentation, et puis c'est un flow qui déroule vraiment, qui te raconte la rue, mais qui a aucune variation, quoi. T'es pas du tout dans le hochement de tête. Hein. C'est clair. Donc, le fait que ça soit chroniqué, ça m'a obligé de l'écouter convenablement, plutôt que de faire une écoute un peu rapide, et je trouve ça vraiment bon. Et en effet, donc après, avec les prods The Alchemist, qui est ta star, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais, j'aime bien. Ah ouais, t'as le poster au-dessus de ton lit, et c'est bon, je l'ai vu. Donc, et voilà. Donc, c'est vraiment, en tout cas, une super découverte, et ouais, c'est assez incroyable comme il arrive à te plomber l'ambiance. Mais c'est vraiment très, très bon. Radical, qu'est-ce que t'en penses ? En vrai, ce projet, j'ai bien kiffé. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle les sonorités de Earl, Sweet Earth. Comme tu as dit, c'est des sons un peu plats, linéaires, etc., avec des flows qui se répètent, etc. Et du coup, je me suis retrouvé dedans, j'étais pas perdu. Et vu que j'aimais bien aussi West Side Gun, grand fan, du coup, j'ai bien apprécié l'écoute. Franchement, bon choix. Earl commence à produire aussi, il commence à y avoir des interactions. On le voit de plus en plus en producteur sur les projets Griselda. Je savais pas du tout. Donc en tout cas, il a intégré un peu la team. Et puis c'est surtout que moi je découvre Earl Sweatshirt en tant que producteur, que pour ses propres projets. De plus en plus, on voit souvent le nom de Earl Sweatshirt en production.
Et Parce qu'en- toi, il est en train de faire une deuxième carrière. Quoi. En ce moment, il y a une vague d'artistes qui sont un peu dans ce délire. Ça a été lancé par Griselda, du coup. Et du coup, Earl, je pense, avant, ils faisaient pas du son dans ce genre. C'est dans ces albums les plus récents que, ouais, le son ressemble à Griselda. Et du coup, cet engouement-là, ça a permis l'entrée d'autres artistes. J'ai oublié les noms, mais il y a une nouvelle vague assez ressemblant qui commence à... Complètement. Ils ont remis sur la carte le hip-hop des années 90. C'est pour ça les sons à la Mobb Deep et tout ça qui étaient complètement oubliés et qui étaient un peu has-been, quoi. On est dans un rap complètement... C'est marrant parce que d'ailleurs, même les grosses stars du moment, ou les mecs qui font du banger, des mecs comme Drake, tout ça, Drake, ils sont fans de ce label-là. Un peu à les titiller. Kenny West aussi commence un peu, on annonce des projets. Parce que c'est des gars qui reviennent à un rap qui est beaucoup plus constructif, c'est des morceaux de 5 minutes 50, 6 minutes, on y revient, un morceau un peu long, il n'y a pas de refrain quasiment, et c'est un peu les nouveaux ovnis, mais en effet on est complètement dans le revival. Mobb Deep t'en parlais, moi ça me rappelle les projets de Prodigy en solo, Prodigy, pas le groupe, le chanteur de Mobb Deep. Je suis un peu curieux de voir l'avenir du label parce que ils sont signés sur Shady Records et Eminem est quand même réputé pour flinguer tous les mecs qui signent, quoi. Donc les faire rentrer dans de l'entertainment alors qu'ils sont plutôt dans de l'underground, je suis curieux de voir ce que ça va donner, quoi. Bon, dans l'ensemble c'est plutôt positif. Denis a kiffé, Radical t'as kiffé aussi. Moi j'ai beaucoup kiffé. Si je devais rajouter une chose, il y a le côté on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais le côté sample un peu susurré aussi, ce côté très mais c'est vrai qu'on est en même temps dans du rap très anxiogène par moment. C'est super anxiogène, mais en même temps super nostalgique et très dans la justesse. On n'est pas dans le revival simpliste, on est vraiment dans un truc et puis il y a tous t'écoutes 2-3 paroles des morceaux, surtout dans Black Tape, Rex Ryan, c'est les trucs, on est dans les oraisons funèbres, les histoires de vengeance, putain c'est typiquement c'est super, c'est vraiment East Coast, toute l'époque East Coast en effet des années 90, Nas, toutes les histoires de Biggie, tout ça, mais on est un peu là-dedans aussi, mais et voilà, donc le EP, il est 10 titres, mais c'est vraiment court, mais suffisant pour ce type de rap, parce que je n'aurais pas écouté un morceau qui ferait le double, tu vois, car je crois qu'il fait moins d'une heure l'album. Mais c'est un peu la norme, hein. Il n'y a plus d'albums qui sortent, qui font plus de 30 minutes en ce moment, dans ce type de style musical. Donc c'est sincère et efficace, donc moi vraiment j'ai vraiment apprécié, quoi. On est d'accord? Mais oui, on est d'accord. Et on va être d'accord sur la suite, bien sûr. Là, on enchaîne sans transition aucune, hein, du coup. Sepultura Quadra, album sorti en 2020, 15e album du groupe. Donc Sepultura, groupe de heavy, thrash, death, groove metal, enfin tout ce que vous voulez, fondé en 84 par les frères Calavera, Max au chant et Igor à la batterie. Groupe hyper influent sur la scène metal dans les années 90. 3 albums majeurs, Arise, 91, Chaos AD, 93, Roots, 96. Ça, Roots, tout le monde y est passé. Exactement, tout le monde y est passé. Par contre, Sepultura, traumatisme avec le départ de Max Calavera en 96. Pour la fanbase de Sepultura, le groupe sans Max, ça ne vaut rien. On ne voit pas pourquoi on continuera à écouter. Ultime trahison, il est remplacé par Derek Green, chanteur américain de hardcore. Un mec qui fait du hardcore, qui va chanter dans le métal, c'est impensable. C'est toujours Derek Green qui officie au sein de Sepultura, mais à l'époque, ça a été un vrai trauma. À partir de ce moment, le lead du groupe est pris par Andreas Kisser, qui est le guitariste. Et 2016, le tour de Igor, le batteur, de quitter le groupe. Donc alors là, Sepultura, ce n'était plus qu'une coquille vide, un tombeau qui a été pillé. Rien ne méritait d'être sauvegardé. 2011, arrivée de Elroy Casagrande, qui a 20 ans à l'époque, qui est un batteur surhumain, et on va en reparler après. Le crew depuis 2011 est fixé, plus personne n'a bougé. Donc moi, Sepultura, j'ai plus écouté un album depuis Roots, ça c'est clair. J'y revenais régulièrement pour écouter Chaos ID, Roots et tout, parce que j'aimais bien le son, parce que c'était intéressant et tout, mais j'ai pas été voir. 2017, Messiah Machine qui sort. Beaucoup de personnes disent c'est incroyable, c'est Sepultura qui fait ça, on pensait qu'ils étaient cramés, ils font un bon album. Donc les gens sont un peu étonnés, mais bon, on en reste là. Donc pour en revenir à l'album qui nous intéresse, Quadra,
moi, je l'ai découvert un peu par hasard avec des chroniques qui sortaient, qui disaient c'est vraiment incroyable. Donc, j'ai été jeter une oreille et je me suis pris une claque. Donc, cet album, il est inspiré d'un livre de John North qui parle du quadrivium. Quadrivium, qui veut dire 4 voies, qui désigne l'ensemble des 4 sciences mathématiques de l'Antiquité. Antiquité, mais qui a perduré jusqu'au Moyen-Âge, qui sont l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Et Sepultura a eu l'idée d'utiliser cette approche-là pour faire son album. Autre chose, jeu de mots sur lequel a utilisé Kisser, quadra veut dire aussi en portugais terrain de sport. Et il déclare Kisser en interview « Tout le monde grandit dans un quadra, terrain de sport, différent, façonné par ses règles, ses définitions. Tout est déterminé par ses concepts, nos relations, nos carrières, notre vie entière. » Donc on voit Sepultura qui a l'envie de faire quelque chose autour de cette approche du nombre 4, qui est un nombre hyper important pour Kisser. Alors il faut savoir que c'est pas la première fois que Sepultura est inspiré par la littérature. Avec Dante 21, en 2006, ils étaient inspirés de la Divine Comédie de Dante, et Alex, en 2009, ils étaient inspirés de Orange Comedy de Anthony Burgess. Donc c'est vraiment une approche de Sepultura de prendre des influences au niveau de la littérature. Donc les 4 voix pour Sepultura, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 4 directions différentes dans l'album, tout en faisant le bilan de leur carrière. Donc les 3 premiers titres, clairement sous influence thrash metal, c'est le début du groupe. Les 3 titres d'ensuite, groove metal, période roots, sur lequel on va retrouver ce qu'on écoutait. 3 titres qui suivent tendance metal prog. Donc ça me fait mal de dire de ça en parlant du prog, vous imaginez bien, pour ceux qui me connaissent, mais j'ai aimé. Et puis la nouveauté, les 3 derniers titres qui sont beaucoup plus dans la mélodique, avec même Agony of the Death, l'avant-dernier titre, qui rappelle méchamment du Faith No More. C'est assez incroyable, même la manière dont chante Derek Green. Et je ne vais pas dire que c'est du Mike Patton, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'y approche. Alors là, je vous vois venir les gars là, spécialistes des musiques urbaines en disant « Mais c'est quoi cette histoire de thrash metal, groove metal, mais ça veut dire quoi? Mais on comprend rien, mais de quoi il nous parle celui-là ?» Donc, le but de Plus étrange que le paradis, c'est aussi de faire un peu de la pédagogie. Je ne rêve pas, tu as des définitions de chaque type de métal en face de toi. J'ai une définition de chaque type de métal qui va vous expliquer chaque type de métal suivant la même histoire. Donc voilà, c'est important parce que vous allez comprendre, parce que j'étais dans le métro avec Emrock qui me disait ton truc là c'est pas possible, il va comprendre. Voilà. Donc on part du principe, le chevalier, le dragon et sa princesse. Il va devoir la sauver. Voilà. Donc, le heavy metal, ce qu'on connaît, lourd, classique et tout, le chevalier arrive sur sa Harley, tue le dragon, boit quelques bières, drague lourdement la princesse. Là, vous vous retrouvez dans le style, vous voyez tout à fait ce que c'est. Le thrash metal, première période de Sepultura, le chevalier arrive, égorge le dragon, sauve la princesse et la baise. Cash. C'est direct, ça va droit au but, on n'a pas de soucis, ça va bien. Le groove metal, différent. Deuxième période de Sepultura. Le chevalier arrive en sautillant, tue le dragon au combat de capoeira, tranquille, baise la princesse après le carnaval. Donc, capoeira parce qu'ils sont brésiliens. Mais parce que c'est du groove metal, c'est ça. Progressive metal, ce que n'a pas fait Sepultura, mais ce qui est la tendance de beaucoup de groupes de métal, le chevalier arrive avec sa guitare, joue un solo de 26 minutes, traumatiser le dragon se suicide. Cash. Le chevalier arrive près de la princesse, attaque un autre solo, la princesse s'enfuit et va retrouver le chevalier du heavy metal. Parce que c'est pas possible. Voilà. Donc vous voyez un peu, ça vous permet de comprendre un peu les différentes strates de Sepultura. C'est bon, Emrock ? C'est clair pour toi ? Tu t'y retrouves maintenant ? J'ai dû écouter que la dernière définition. Ouais, d'accord. Donc voilà. Donc une fois que vous avez compris ça et les différents styles de métal, pourquoi cet album est une réussite ? Techniquement incroyable. Casagrande au niveau de la batterie est phénoménal. Je peux que vous conseiller de regarder les vidéos que vous pouvez trouver où il reprend chaque titre, je dis chaque titre, quelques titres de l'album où on le voit jouer, c'est vraiment dingue. L'homogénéité de l'ensemble du groupe au niveau des créations musicales, et on n'est pas sur un super fort qui va noyer les autres, non, tout le groupe joue. La puissance émotionnelle, la voix de Green, les arrangements d'orchestration symphonique, les chœurs, gros travail au niveau de la prod d'un mec qui s'appelle Jen Burger, qui est spécialisé dans les groupes de métal. Ils ont été enregistrés en Suède pour avoir le niveau, donc je trouve ça très fort. Et les grooves, le groove des riffs de Kisser au niveau de la guitare,
qui sont, moi, je trouve, incroyables. C'est-à-dire, il arrive à faire tomber un morceau, à le reprendre immédiatement avec un riff. Je trouve ça vraiment fort. Et on est sur une cohérence d'ensemble. Voilà. Moi, en tout cas, je trouve ça remarquable. J'ai une réserve sur le dernier titre avec la chanteuse Emily Barreto, que je trouve moins intéressant que les autres, mais grosso modo, je trouve l'album vraiment bon. Donc pour moi, c'était particulier parce que j'écoutais plus du tout de métal. Je me suis retrouvé à écouter ça et vraiment à apprécier. Donc on a vraiment un groupe qui incorpore dans son style de multiples influences sans être indigeste. Ces multiples influences, il faut savoir que Sepultura avait déjà montré qu'il était ouvert à plein de choses. En 2003, ils avaient sorti un album qui s'appelle Revolusong, qui n'est jamais sorti en France, qui a été distribué au Brésil et au Japon, et dans lequel ils faisaient des reprises de U2, Devo, Jane's Addiction, Massive Attack, Angels de Massive Attack repris par Sepultura, je trouve ça très bien, Public Enemy, et puis d'autres reprises un peu plus métal. Donc avec Quadra, on a un groupe qui, tout en restant dans son style, arrive à exploser les frontières, et moi je trouve ça remarquable. Alors vous, qui n'êtes pas forcément familier de ce style-là, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Avant, on s'écoute d'abord un morceau que tu as choisi. Et on exact, le deuxième morceau qui tabasse bien, donc dans la période trash, et voilà. C'est parti.
Boom, brut de décoffrage comme toujours avec Sepultura. Qui a envie de parler en premier? Je te sens chaud, Emmerich, là. Tu sautilles, là. Emmerich Emrock, c'est ta cam, ça, en plus. Ah ouais, je préfère préciser avant de dire ce que je pense que je ne suis absolument pas familier avec cette musique. C'est un peu de la grande découverte, donc désolé si j'en choque quelques-uns par mes imperfections et incompétences, mais en fait, tout ce que tu as dit, oui, c'est vrai, il joue fort, il joue vite, le batteur, c'est impressionnant et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est vrai pour tous les groupes de métal, qu'on écoute toujours la même chose, que la 2 ressemble très beaucoup à la 3 et la 4. Tu as dit que tu étais déçu par le dernier morceau. J'y suis pas arrivé. Et tu n'as pas pu être déçu alors. Donc j'ai pas d'avis sur le dernier morceau. Mais je pense que c'est ce que doit penser un fan de métal qui écoute que ça quand il écoute du rap, quoi. Il fait pas de la différence entre le West Coast, West Coast, le Cloud. Voilà, c'est pour lui, c'est tout pareil. Ouais. Mais donc oui, forcément, il y a de la dextérité quand il joue, ça va vite, ça joue fort. Mais t'es pas pris par la puissance, quoi. Et par... La puissance de la funk. Non, là, c'est pas la funk pour le coup, c'est la puissance du métal, mec. Bah, la puissance, si, comme je te dis. Je trouve effectivement que c'est technique, que ça joue vite, que ça joue fort. Et t'as pas mais j'y vois pas une réelle nuance. Quoi. Et t'as pas retrouvé le petit côté un peu, justement, alors peut-être dans la partie plutôt, dans les déficients de... C'est vrai qu'il y a une partie, ils ont souvent été associés à du groove metal, ce qui veut un peu tout rien dire, mais ce côté groove, du coup, sur des morceaux un peu plus rythmés, tu trouves pas qu'il y a un petit côté... Ouais, alors je suis allé lire 2-3 chroniques où effectivement l'album est présenté comme un chef-d'œuvre et que... et qu'on sent vraiment la patte du producteur. Et je me suis dit dans mon fort intérieur qu'à chaque fois qu'il y avait des trucs que je trouvais sympas, je disais « Ah, là la patte du producteur !» Non, t'as pas créé un nouveau fan. On va y arriver petit à petit. Ouais, je veux juste te dire, quand je t'avais montré chez moi justement la fameuse vidéo où il joue de la batterie. Mais oui, mais bien sûr que c'est impressionnant de voir le bonhomme. Quoi. Voilà, mais le mot magique que t'as dit, je comprends pourquoi j'aime pas le métal, j'ai l'impression de regarder les Jeux Olympiques. Voilà, et j'avais trouvé ça très fort. Et je comprenais ton désarroi face à cette vidéo. Ouais, moi, je vais être un peu moins peut-être radical que toi, parce que moi, pour le coup, j'ai écouté pendant de nombreuses années du hip-hop, mais j'ai eu une période métal de mon adolescence, et forcément, dans les albums de mon adolescence, il y a eu cet album Roots qu'on a parlé tout à l'heure. Vraiment, c'est un album que j'ai écouté, que j'ai poncé, autant que j'écoutais du Megadeth, du Slayer, du Metallica en parallèle. Donc j'avais vraiment cette micro-culture que j'ai eu à un moment où j'ai eu pendant 3-4 années de ma vie à écouter du métal à fond. Je sais pas pourquoi, après ça a disparu, je me suis vraiment très tourné rapidement vers d'autres choses, mais... Et du coup, donc je suis un peu comme Donny, c'est-à-dire que maintenant, quand j'écoute du métal, je me dis qu'est-ce que j'attends du métal quand j'en ai pas écouté depuis longtemps, en fait, c'est ça. Donc je suis plus du tout les scènes, je suis plus du tout les tendances actuelles, on va dire. Et du coup, ce que j'attends d'un album comme ça, c'est qu'est-ce qui va m'apporter en termes de nouveautés, peut-être. Et justement, là où j'ai un problème, c'est que tu l'as très bien dit, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils font une sorte de pot pourri de toutes leurs évolutions qu'ils ont fait jusque-là. Alors ok, c'est super bien produit, ok, il y a de la double pédale à effréner en mode batterie, c'est encore une fois là, je suis un peu d'accord avec toi pour le côté Jeux Olympiques au niveau performance, c'est ouf techniquement, l'album il est super bien produit. Il y a même un morceau que j'aime bien qui s'appelle Capital Enslavement, il y a avec des sonorités un peu arabisantes derrière et tout, qui est super bien foutu. Et puis c'est marrant que le morceau Quadra d'ailleurs ce soit le morceau le plus acoustique de l'album. C'est le seul morceau acoustique de l'album là, ça m'a fait parce que souvent le morceau qui est le titre de l'album, c'est souvent le morceau pour faire voir, pour promouvoir l'album, mais là pour le coup c'est le seul morceau qui est pas bourrin de l'album. Et donc du coup, en fait, j'ai l'impression d'écouter un Sepultura que j'écoutais à l'époque de Roots. Alors certes, Roots c'était plutôt leur période groove, certes, mais j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui a évolué. Peut-être que les fans disent ouais, mais ils avaient perdu en qualité parce qu'ils avaient perdu leur ancien chanteur et depuis le nouveau on n'y croyait plus et je sais pas, mais en tout cas moi j'ai pas ressenti une vague de nouveautés. J'ai pas été déçu par l'album, j'ai réussi à le réécouter en tant que non initié actuel du métal, en gros un ancien qui en a écouté un peu, mais voilà. Donc j'ai pas été dépaysé, mais j'ai pas été bouleversé non plus, à part par un ou deux morceaux vraiment que j'ai trouvé beaucoup plus quali que les autres, mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça très homogène, mais peut-être un peu trop et du coup trop à... J'ai pas ressenti, tu vois, ce que tu disais, là, par tous les 3 morceaux, une évolution. Moi, j'ai retrouvé le Sepultura que j'avais connu dans les années 90, par Roots et l'album d'avant, comment il s'appelait, je sais plus, que tu l'as cité tout à l'heure. Chaos ID. Ouais, voilà. C'était les 2 albums que j'avais poncés à l'époque quand j'étais ado, et voilà. Mais voilà. Donc, j'ai pas ressenti une grande nouveauté, mais peut-être que, voilà, je suis moins sensible aussi à... Alors,
Juste après, au niveau de la prod, le fait de mettre l'approche symphonique avec des chœurs, des cordes, l'approche plus hardcore que peut avoir Green au niveau du chant aussi, qui est totalement différente. Bon, au niveau de la batterie, on est, pour moi, un extraterrestre qui fait des choses incroyables. C'est-à-dire qu'en effet, il balance un maximum, mais beaucoup de contretemps, beaucoup d'approches totalement différentes, des breaks. Moi, ce que j'apprécie dans ces morceaux, c'est des morceaux qui sont hyper travaillés, qui peuvent être très compliqués. Pourtant, tu rentres dedans. En tout cas, moi, je rentre dedans et je les perds pas. J'insiste, ça faisait des années que j'avais pas écouté. Le dernier truc un peu métal que j'avais écouté, c'est Oranji Pazuzu qui nous a fait découvrir. Et depuis, moi, j'avais lâché l'affaire. Car rien à voir, Oranji Pazuzu. Ça, c'est clair que c'est totalement nouveau. Ils sont hors normes par rapport à tout ce qu'on peut écouter. Et là, pourtant, il s'est produit quelque chose. Alors, va expliquer pourquoi, mais en tout cas, pour moi, il s'est produit quelque chose et je me suis dit, c'est incroyable. Donc maintenant, je vais arriver sur l'album Meshia, celui qu'ils avaient fait avant. J'attends avec impatience celui qui va sortir après. En général, j'en sors un tous les 3 ans, donc on va voir. Mais pour moi, là, il y a un groupe qui est en capacité de générer quelque chose qui est vraiment incroyable. Et s'ils partent sur la dimension qu'ils font sur leur avant-dernier morceau qui peut rappeler du Faith No More, je me dis, mais c'est incroyable de se renouveler comme ça après, 35 ans d'existence. Après, justement, un groupe qui a 35 ans d'existence, avoir plein de nouvelles influences comme ça, c'est aussi les groupes La Whisper. Quand tu dis qu'il fait l'album hyper produit, c'est un groupe qui fasse des albums de reprises, putain, c'est du Florent Pagny faire des reprises au bout d'un moment. Ça c'était il y a 17 ans. Il y a 17 ans. C'était juste pour montrer que les gars qui étaient dans un truc, on est métalleux et tout, boum, ils vont te reprendre un morceau de Massive Attack. Et voilà, c'était juste le principe et de montrer que l'ouverture de gars qui peut-être à un moment peuvent se sentir coincés, parce que quand tu disais le morceau Quadra, c'est juste de la guitare sèche, t'as l'impression d'entendre de la guitare classique, quoi. Voilà, et à se demander justement si le succès de cet album, parce que c'est un vrai succès cet album, va leur permettre de s'ouvrir sur autre chose et peut-être sortir de la case métal pour aller sur d'autres champs et à mon avis où ils vont briller. Radical D, à toi de finir. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, le métal. Chaque fois que je veux écouter ça, je me dis non, mais donne une chance. Va au bout. Mais là, je t'avoue. Est-ce que t'es allé au bout déjà ? Non. À la fin, Doliprane, méditation. Parce que. Après, il y a le côté technique de la batterie, ça qui m'a vraiment impressionné. Tout ce qui est guitare et tout, parce que je suis vraiment attentif et sensible à ce genre de trucs. Mais après, comme tu as dit, les sons, ils se ressemblent. J'ai pas vu la transition entre le premier et le... Différentes phases de l'album. Ouais, les différentes phases de l'album. Et du coup, bah oui, vu que je suis pas allé au bout... Non, j'ai mal de tête. Ça s'entend. C'était dur. Est-ce que quelqu'un... Ouais, allez, notre techos a quelque chose à dire ? Alors, je préviens que j'interviens sur la demande d'Emeric, que j'ai eu un message. C'était pour pas laisser mon pote tout seul. Emeric qui me dit, s'il te plaît, écoute cet album et donne ton avis dessus. Je ne sais pas quoi dire sur ce sujet. Et en fait, t'as frappé à la mauvaise porte, parce que moi, c'est pas non plus ma culture. Sepultura, je ne suis qu'un jeune trentenaire. Et il y a encore un truc générationnel. Non, mais... Non, c'est une blague. Mais vraiment, moi, je suis rentré dans le métal par des trucs très modernes à l'époque, de métal industriel, ensuite Tool, Perfect Circle, puis en fait je me suis toujours tenu en fait à des actualités, et tout le métal que j'écoute à l'heure actuelle, c'est beaucoup des groupes qui ont émergé ces dernières années, qui sont dans le post-black, le métal très ambiant, ou alors du métal technique qui revient justement en force, alors que t'appelles prog, mais il y a plein de terminologies. Du coup, cet album Quadra de Sepultura, moi, Sepultura, j'ai jamais été client du thrash metal, et pas plus d'eux que d'autres de cette scène-là. Et à l'inverse de certains de mes comparses qui trouvent que tout se ressemble, moi je trouve qu'il y a trop de trucs. Et la description que tu en as faite sur effectivement le côté phase, bien sûr, la deuxième moitié me plaît déjà davantage parce qu'elle est plus moderne. La production, elle est massive. Les instrumentistes, il n'y a rien à dire. Mais moi, les solos de tapping, tu vois, je m'en fous. Et en plus, il y a un truc qui m'embête un peu dans cet album.
il y a un côté, on veut faire du jeunisme. Par endroits, il y a le côté vraiment vieux qui essaye d'être un peu salut les jeunes. Tu vois, ça gaze. À quel moment L'album, donc le morceau Isolation, le morceau d'ouverture s'ouvre sur une nappe un peu synthétique qui n'a absolument pas lieu d'être et qui est gentiment ringarde. Et il y a des effets de voix, je me rappelle plus sur quel morceau, milieu d'album, il y a des effets, des sortes de flanger sur la voix. Enfin, il y a des tentatives de coolitude qui ne fonctionnent pas du tout. Enfin voilà. Donc il y a des morceaux de bravoure sur l'album et il y a des trucs que je trouve très cool. Moi j'ai eu un petit crush sur l'album, sur le morceau Guardians of Earth. Ouais. J'adore le côté maximaliste, le côté épique, vraiment. Et donc cette partie progressive que tu nommes progressive de cet album, les 6, 7, 8e track, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Non, 7, 8, 9e track, bref. Je les trouve très très bien foutus et c'est là où je vois le plus d'inventivité et de renouvellement de la part de Sepultura. Mais sans ça, moi je les aime bien, hein. J'ai de la sympathie pour le groupe, mais je resterai sur les anciens albums et si je les vois en live demain, j'espère qu'ils referont des morceaux de Roots plutôt. Voilà. Okay. Pareil. Merci. Non, mais c'est toujours bien d'avoir un techos qui s'y connaît un petit peu. Bon, du coup, on va enchaîner sur. C'est avec moi, du coup. Je vais vous présenter un film. Un film qui m'a un peu retourné la tête l'année dernière lorsqu'il est sorti. C'est un vrai trip que j'ai pris en pleine face. Alors, le film, pour info, il a eu des financements colombiens, allemands, argentins, danois, américains, hollandais, suisses, suédois et uruguayen, pardon. Donc du coup, voilà, aujourd'hui pour faire un bon film, il faut aller taper un petit peu à toutes les portes. Je vais vous parler rapidement donc du réalisateur. Donc on va parler d'un film qui s'appelle Monos, du réalisateur Alejandro Landes. Le réalisateur, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est un gars qui est scénariste, producteur et journaliste colombo-équatorien. Avant de devenir réalisateur, il a travaillé comme assistant producteur à la télé. Il a écrit également pour le journal The Miami Herald. Son premier film, Cocalero, est présenté au Festival du film de Sundance dans les années 2010. Son deuxième film, Porfirio, est sélectionné dans la catégorie 15 années réalisateur à Cannes. Et son troisième film qu'on va parler aujourd'hui est présenté au Festival de Sundance où il remporte le prix du jury du meilleur film étranger. De quoi ça parle Monos ? Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet des montagnes colombiennes, des adolescents tous armés sont en réalité chargés de veiller à ce que Doctora, une otage américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent accidentellement la vache prêtée par les paysans du coin et que l'armée régulière se rapproche, l'heure n'est plus au jeu, mais à la fuite dans la jungle. Alors pourquoi ? C'est bien Monos, c'est pourquoi surtout j'ai aimé ce film-là. Moi, j'ai aimé Monos parce que j'ai trouvé déjà que c'était un film avec un regard neuf et une originalité que je n'avais pas vue depuis longtemps un petit peu dans le cinéma. Le réalisateur, donc Alejandro Landes, il nous offre une sorte de long métrage qui est quand même parfaitement huilé dans sa mise en scène, qui remet en question un petit peu toutes les conventions cinématographiques. Je vais peut-être un peu loin dans le genre, mais ce qui m'a le plus choqué dans ce film-là et le plus troublé, c'est sa photo et vraiment sa mise en scène. Autre point important, j'ai vraiment fait par step, parce qu'il y a plein de choses, on pourra en parler des heures, et je vous dirai des anecdotes après, quand on aura écouté un extrait. La bande-son, absolument troublante cette bande-son, c'est Mika Levi, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, qui donne au récit cette sensation de pesanteur particulière qu'on a l'habitude de retrouver dans tous ces films qui sont un petit peu entre le fantastique, l'imaginaire, le conte. Le scénario, il est très écrit, mais il brouille souvent les pistes, il déroute et dérange le spectateur, le forçant à prendre possession un petit peu dans le labyrinthe dans lequel on va être entraîné. Il y a une violence aussi qui va s'initier forcément dans le récit, puisqu'on va suivre des enfants qui sont armés depuis le début, mais sans que jamais la mise en scène n'accentue les effets ou s'enferme dans une sorte de démonstration. On n'est pas dans de la violence gratuite, on est vraiment dans une immersion avec ces jeunes et ces armes. Pourquoi ? La photographie, je vous disais, elle est très belle, elle est superbe, elle est voire même parfaite par moments. Elle fait vraiment contraste avec cette brutalité, avec ces jeunes personnages qui tiennent des armes, encore une fois. Miracle du cinéma, même si l'identification à ces adolescents est purement impossible dans l'imaginaire ou dans ce qu'on voit à l'écran, on est malgré tout emporté par cette sorte d'empathie à l'égard de ces vies qui sont complètement détruites et surtout par des manipulations
d'une armée qui est fictive dans le scénario. On ne nous dit pas concrètement qui c'est cette armée, mais bien sûr, le film étant colombien, on fait vraiment rapidement un rapprochement avec les FARC. Donc naturellement, on pense, en s'invitant dans cette histoire, à la célèbre prise d'otage d'Ingrid Betancourt il y a quelques années, justement par la guérilla FARC. On mesure l'atrocité de 6 ans d'emprisonnement au milieu d'une forêt épaisse, hostile, dans l'humidité, la chaleur et la pluie. On mesure aussi l'embrigadement sectaire que subissent de nombreux enfants dans des combats politiques et guerriers à travers le monde, dont ils ne comprennent pas un seul mot. Et en ce sens, Monos, c'est un vrai film politique qui dénonce autant peut-être ces atrocités de la guerre et cette manipulation de masse qu'on peut faire à des enfants et la brutalité des conflits qu'il peut avoir en Colombie ou ailleurs. Et ce que j'ai aimé aussi dans le film, au-delà de ce côté politique, c'est quand vous l'écoutez parler à Alejandro Landes en termes d'interview et tout, c'est quelqu'un qui a un vrai cinéphile. Il a grandi vraiment avec des cinémas de quartier. C'est un gars qui a été au cinéma très tôt et qui s'est vraiment intéressé pour le cinéma du monde entier. Et il assume complètement son influence avec des Larry Clark ou des Harmony Korine. L'influence de Kids, elle est présente. L'influence de Harmony Korine aussi, surtout dans son approche de plastique de l'adolescence. On est vraiment dans des tensions adolescentes, des amourettes qui vont se créer, des jalousies, des choses, en même temps que ce conflit politique en parallèle. Donc bref, Monos, j'ai mal résumé, je vous l'avais un petit peu vendu comme ça avant de voir le film, c'est un peu un mélange improbable entre Sa Majesté les Mouches et Apocalypse Now. C'est-à-dire qu'on est entre le drame de guerre et le thriller horrifique. Le film, il se réinvente pendant vraiment 1h40. Il réinvente le film d'adolescent et on est dans cette jungle en même temps qui est suante, comme je vous disais tout à l'heure, lourde de la Colombie. Donc pour moi, c'est vraiment un film qui m'a dérangé autant que fasciné. Et j'ai vraiment pris vraiment cette claque. Je reviens à la musique parce que c'est ce qu'on va s'écouter avant d'en parler. J'ai quelques anecdotes sur le film parce que les anecdotes sont plutôt pointues et plutôt caractéristiques. Mais le film, c'est Mica Levi qui a fait la BO. Donc Mica Levi, c'est une talentueuse interprète, chanteuse et compositrice anglaise qui avait fait la magnifique BO d'Under the Skin de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson. Et qui, là, pour le coup, a fait une BO complètement pareil, spatiale, avec des bruits, des enregistrements sonores assez fous. Vous allez voir, là, le morceau qu'on écoute, c'est le morceau un petit peu qui synthétise, c'est le morceau final, mais qui synthétise un petit peu tout ce qu'on entend dans le film, autant les bruits d'eau, les bruits de forêt, ces bruits de sifflets un peu colombiens. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment une BO très particulière. Elle est assez hypnotique. Donc on va s'écouter le morceau Monos qui est le morceau de la BO principale et vous allez voir ça vous donne bien un état d'esprit du film et puis on en parle juste après.
Yo, est-ce que vous avez été hypnotisé par la BO de Mika Levy? Moi, perso, j'ai été hypnotisé par le film, tout simplement, quoi. Je me suis pris une vraie claque en regardant ce film. C'est incroyable comme tu es lâché dans un monde où, dans un premier temps, tu ne comprends absolument rien. Et puis, par touche, tu as des petites indications qui te rassemblent, qui te guident. Et puis, tu commences à comprendre un peu les contours. Et d'un coup, clac, il se passe un truc. Ça prend une oblique. Et il se passe encore autre chose. Enfin, c'est ouf. On est un peu dans les codes du conte. Tu sais, c'est un tout peu, à fait. Par contre, c'est vrai que tout à l'heure, tu as évoqué le mot fantastique. Et toute l'ambiance est fantastique. Mais par contre, au final, le récit est très terre à terre. Bien sûr. Et c'est tellement sensoriel que j'ai pas trop envie d'en parler parce que le seul truc que j'ai envie de dire, c'est regarder ce film. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Ouais, donc moi aussi j'ai adoré ce film avec clairement deux parties, la partie montagne, la partie jungle qui est ancrée dans la réalité. Donc en effet, la partie montagne, on peut se dire c'est un peu stratosphérique, on ne sait pas trop ce qui se passe, on va découvrir petit à petit. Ce commissaire politique qui arrive, qui fait le lien avec la réalité. Donc vous parlez de Larry Clark avec Kids, alors moi je vois pas forcément... En fait, ce qui fait penser un petit peu au traitement de l'adolescent, c'est surtout on voit comment les rapports amoureux entre les adolescents, comment ils se découvrent à travers une situation qui, à la base, où ils ne devraient pas se découvrir comme ça. Mais ils ne devraient pas se découvrir, et en plus, tu as le commissaire politique qui doit donner son accord avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. L'instructeur. Quel instructeur. Voilà, donc cette première partie qui est incroyable avec les images qui ouvrent une ouverture avec ces silhouettes qu'on voit se dessiner avec les nuages derrière. Enfin, c'est complètement dingue ce qu'ils arrivent à faire. Ouais, c'est complètement dingue. Et le film a eu très peu de post-prod. Hein. Le film est tourné quasiment et c'est pour ça aussi qu'il a eu beaucoup de financement. C'est que le film est quasiment tourné qu'en décor naturel. Et ce décor avec ces trucs de béton, est-ce que tu sais ce que c'est? Eh ben non, justement, j'ai trouvé très peu d'infos dessus. Je crois que c'est des restes en effet de base, d'anciens trucs de phare qu'ils avaient construits, de ce que j'ai su, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus. Mais en tout cas, c'est des vrais bâtiments. C'est pas quelque chose qu'ils ont construit pour le film. Le spot est incroyable. Le spot est incroyable. En fait, t'as ces restes de trucs bétonnés en plein milieu de la montagne, avec une vue. T'es à 3000 mètres d'altitude avec vue sur les nuages, et t'as vraiment des anciens bunkers un peu construits comme ça où ils sont dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que le sergent instructeur qui est joué, du coup, on est tous avec des adolescents qui font entre, je sais pas moi, 1m60, 1m80, tu vois, et ils ont choisi un sergent instructeur qui est nain. Et du coup, qui est nain, mais qui est très musclé et très sec. Et en fait, il a été joué par ça, c'est une anecdote que j'ai et que j'ai appris après le film. Et en fait, ce gars-là est un ancien vraiment des FARC, en fait. Et le gars était... Et il a dit que pour le film, c'était une sorte d'échappatoire de faire ce genre de choses-là, mais qu'il disait que lorsqu'il faisait les scènes avec la journaliste, tu sais, pour tenir la caméra, tout ça, lui faire lire les choses, il disait, il avait un peu du mal des fois, parce qu'il disait que ça lui rappelait il me dit, mais je l'ai déjà fait pour de vrai, ça, en fait, avec vraiment des otages, quoi. Mais du coup, ce côté d'avoir pris un peu ce contraste entre le petit nain Barak, qui est le commandant instructeur, qui donne des ordres à des enfants qui font 2 fois leur taille, tu vois, avec des armes et tout, il y a un peu ce côté... Voilà, j'en dis pas plus dans le film, mais en tout cas, le rôle est intéressant. J'aime bien le contraste. Il est très bien choisi, l'acteur, en tout cas. C'est clair. Et après, la deuxième partie dans la jungle, où là, tout se mélange. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des choses qui étaient très claires, et d'un coup, tout se mélange. On essaye l'otage essaye de partir. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, et d'un coup, on est dans la confusion la plus totale, perdu dans la jungle verte, et je trouve ça dingue. Et il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que tu es tellement plongé dans un film et dans un univers et tout ça, que quand les personnages arrivent dans le vrai monde, t'es déboussolé, en fait. Ça colle plus. Enfin, c'est un film de science-fiction. Tu perds tes repères parce que t'étais dans un microcosme avec eux, et en fait, tu te retrouves que... Ah oui, d'accord, c'est vrai que le vrai monde existe au fait, en dehors de ça. En dehors de la montagne et de la jungle, il y a une ville, quoi. Donc c'est en effet... c'est vraiment une expérience sensorielle, à le voir dans de bonnes conditions, avec un bon son, de belles images, et impressionnant. Ouais, dans les anecdotes que j'avais dans le film, c'est assez rigolo, c'est que l'équipe, au-delà du fait que le financement a été un vrai chemin de croix, hein, je vous l'ai cité tout à l'heure, il y a eu 9 pays qui ont financé parce que
parce que c'était super ambitieux, parce que, enfin, sur le papier c'était ambitieux, malgré qu'on était quand même presque dans du huis clos. En effet, finalement, on a presque 2 lieux, la jungle et la montagne au début, mais en termes de, voilà, on est en décor naturel, il n'y a pas de studio du tout. Et ils ont fait appel à des familles de trafiquants d'or qui exploitaient illégalement de l'or dans la région, et en fait ils ont servi de guide pour les lieux secrets, tous les tournages autour des rivières, tout ça qu'il y a dans le film, c'est vraiment des spots super sauvages et qu'ils ont fait. Et donc les scènes qu'on voit dans le making of, vous savez, qu'on a regardé avec les scènes où ils se font emporter dans l'eau, tout ça, avec les assistantes en rafting, c'est des mecs qui étaient qui venaient de l'exploitation illégale de l'or. Et une autre anecdote aussi, pour vous dire l'ambiance au niveau, c'est là où je rebondis, peut-être que je finirai là-dessus sur le côté Larry Clark et Harmony Korine, c'est le fait des conditions de tournage qui ont été un petit peu où en fait il y a eu 800 enfants qui ont été castés. Sur ces 800 enfants, ils en ont retenu une trentaine. Et pendant un mois, c'est ce qu'ils expliquaient dans l'interview, ils ont vécu ensemble en mode colonie, dans ce spot avec les bunkers et tout, en mode allez, viens, on est en mode un mois à vivre sur le haut de la montagne, tranquille, en mode bivouac et tout. On fume des ouinges, on boit des bières tranquille et tout, on se met dans le rôle des persos et tout, et à la fin ils en ont retenu que 8, et c'était les 8 qui ils ont même filmé en fait des scènes qui sont dans le film de certains mecs qu'ils trouvaient cool et qu'ils ont un peu remonté après dans le film. Ils se sont dit tiens, il y a une osmose qui se crée entre les jeunes, genre quand tu joues au foot ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc du coup, tu vois, la condition de tournage, ça avait vraiment été en mode, on met un microcosme d'étudiants entre eux, on voit comment ça match et on garde les 8 derniers, et du coup à l'écran, je trouve ça rend bien. Bon, parce qu'en fait, oui, je l'ai pas précisé, mais les 90% du casting ne sont pas des acteurs professionnels. Il y a que 2 acteurs. Ouais, voilà, il y a que 2 acteurs professionnels, c'est la Doctora, donc l'otage, et un des monos qui est donc du coup le gars avec les dreads qui vient de l'univers Disney, qui avait joué dans Hannah Montana. Pour info. Ah ouais. C'est le seul acteur pro, et il y avait une volonté vraiment de mettre des gens des vrais Colombiens, et c'est marrant parce il y a tout âge, ça va de gamins de 8 ans jusqu'à 17 ans, les plus grands, et voilà, donc il y a vraiment ce microcosme adolescent et paysage, et vraiment microcosme dans le lieu qui est intéressant, quoi. Voilà, donc content que vous ayez aimé le film en tout cas. Donc là pour le coup c'est un consensus comme Sepultura. Ça attaque. Ok, on enchaîne avec Radical D. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Radical? Alors moi je vais parler de Bakar tout d'abord. Attends. Tout d'abord, comment j'ai découvert Bakar? Comme tout jeune, j'étais posé sur mon lit, en train de gaspiller mon temps sur Instagram. Je scroll. Et là, je tombe sur une photo d'Dexter Navy. C'est un vidéaste. Il fait des clips et aussi, il a fait beaucoup de direction artistique pour des enseignes comme Louis Vuitton, etc. Et j'aime bien son taf. Et du coup, là, je vois une pochette qui m'intrigue, fond bleu, avec un jeune homme avec des dreads, un tableau. Il est au-dessus d'un toit, et je me dis, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je m'y intéresse. Du coup, je fais mes recherches, etc. Je vais sur YouTube, je tape son nom, je tape Bakar. Mais je tombe sur un rappeur français à l'ancienne. Il y a un rappeur français qui s'appelle Bakar. Mais c'est qui lui? c'est pas celui que j'ai vu, etc. Et du coup, je cherche encore et du coup, je tombe sur l'album Bad Kid. Je l'écoute, je mets en play. Et le premier son, ça commence avec les sticks de batterie. Ça fait 1, 2, 3, 4 et bam! Explosion. Je me prends le son dans le visage comme ça. Je me dis, mais l'énergie qui a explosé en moi, je me dis, mais non, mais ce jeune homme, c'est quelqu'un vraiment. Et après, au fur et à mesure de l'écoute, j'étais en train de kiffer. Son album, l'univers, le storytelling, ça me faisait rappeler un peu du Frank Ocean et aussi du King Krul. Et j'étais déjà familier à ce genre d'artiste, et du coup, je me suis bien retrouvé dans son album. Du coup, l'énergie, c'était vraiment à l'époque c'était comme le trésor que je cherchais depuis longtemps et que j'ai trouvé, du coup. Parce que l'album, il est sorti en 2018. 2018, ouais. 2018, c'était son premier album, premier projet qu'il a défendu, en gros. Et c'était une grosse claque. Et après, j'ai bien kiffé le groupe, l'osmose, etc. Et il y a une anecdote aussi, je crois que c'est l'un des guitaristes, c'était le petit ami de
de la fille de Johnny Depp et c'était qui sa femme Lily Rose. Lily Rose. Ouais, du coup, j'étais là en mode ok. C'est l'actualité. Voici. On en reparlera après. Ouais, écoutez ça et ouais, non, franchement, malgré le fait que comme King Krul, c'est pas quelqu'un qui a une voix c'est pas Céline Dion quoi, mais l'énergie qu'il apporte dans son projet, comment dire, le charisme qu'il y a dedans, c'est quelque chose qui te donne envie de descendre et de brûler une poubelle, de casser des voitures. C'est vraiment une énergie pure, un truc. Si t'es dans un mauvais mood, le soleil il arrive, t'as envie de sauter partout, etc. Franchement, ça te donne vraiment le peps. C'était vraiment une expérience géniale. T'as choisi quoi du coup pour nous illustrer ta passion de cet album? La passion de cet album, Big Dreams, croyez en vos rêves, vraiment. On va écouter ça tout de suite. Big dreams, rolls on his own, but he's got big dreams. I've seen all the shit he's seen. Never had a dad, he's only 15. Mid-teens, big dreams. Could have played for all the big teams. Could have been a star in all the big leagues. Young brother, will you please believe? Big dreams, rolls on his own, but he's got big dreams. I've seen all the shit he's seen. Never had a dad, he's only 15. Mid-teens, big dreams. Could have played for all the big teams. Could have been a star in all the big leagues. Young brother, will you please believe? You spoke to me, and things weren't going how it's supposed to be. But I know that it's supposed to be. I've been keeping your word so close to me. You spoke to me, and things weren't going how it's supposed to be. But I know that it's supposed to be. I've been chilling bad, living so comfortably. You can start sitting frozen in your old ways. You can never quit, you gotta go the whole way. You gotta put in work to be the one and only. Had to tell myself I was the one and only. It's been 7 days, the same clothes, and I think it's taking its toll. I don't wanna have to sign for no dough. I could never lose my grip and control. You spoke to me, and things weren't going how it's supposed to be. But I know that it's supposed to be. I've been keeping your word so close to me. You spoke to me, and things weren't going how it's supposed to be. But I know that it's supposed to be. I've been chilling bad, living so comfortably. I've been trying to tell you that I think you should try it. I've been dying to tell you that I think you should try it. 'Cause you know that it's something different. 'Cause you know that it's something different. Oh no! You spoke to me, and things weren't going how it's supposed to be. But I know that it's supposed to be. I've been keeping your word so close to me. Oh no! You spoke to me, and things weren't going how it's supposed to be. But I know that it's supposed to be. I've been chilling bad, living so comfortably. Yo, tu le sens l'accent de Camden Town à Londres. Denis, t'as un truc à dire? Ouais, moi j'ai bien aimé. Contrairement. Putain, je pensais que t'allais pas avoir aimé ce Mais truc-là, non, tu vois. mais j'ai bien aimé. En effet, les références King Krul et Outkast, pour moi aussi, c'est à fond Outkast, mais en moins produit. Outkast, des fois, il y avait trop de production, des fois, il perdait la dynamique. Enfin, c'est mon avis, hein. Des fois, je les trouvais perdre la dynamique avec trop de prod. Et là, c'est vraiment Lofi, enfin, le mec, il balance et tout. Et j'ai trouvé ça, mais tout à l'énergie, quoi. Ouais, c'est vraiment, des fois, il est pas trop calé, mais peu importe, quoi. De toute façon, le mec, il y va, et c'est l'énergie, et c'est ce que tu disais, quoi. Et donc j'ai trouvé tout l'album vraiment bien, avec vraiment une originalité. Certains morceaux, t'as l'impression d'entendre du punk, enfin voilà quoi, c'est vraiment particulier, et j'ai trouvé ça excellent, et j'ai trouvé ça une certaine prise de risque pour un gamin comme ça. Voilà, il se dit je vais faire quelque chose de différent, je m'en fous. Surtout un premier album. Voilà, aussi, c'est clair. Et cette capacité à avoir des accroches, c'est-à-dire il peut être sur un couplet assez calme et d'un coup partir sur le refrain, et tu reviens sur le couplet, mais tu perds pas le morceau.
C'est-à-dire, c'est vraiment bien foutu. Des fois, ça fait too much, quoi. C'est quelque chose qui est rajouté, ça prend pas. Et moi, j'ai trouvé que ça prenait et qu'il y avait aucun morceau qui était à côté. Et Il y a beaucoup d'influence, par contre. Chaque morceau est très c'est clair. Ça, on voyage dans l'album. Ouais, mais en tout cas, voilà. Donc moi, j'ai vraiment bien accroché. Après, voir ce qu'il va faire, j'insiste sur le côté vraiment spontané et passer après avec un prod, avec une maison de disques et tout, il va perdre cette spontanéité. Comment ça va ressortir derrière ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, là, ce qu'il propose, moi, je trouve ça vraiment bon, quoi. Moi en fait je te remercie d'avoir chroniqué Starseed parce qu'en fait j'avais du coup écouté l'album, je le connaissais en fait et c'est cool du coup qu'on le chronique parce que je l'ai pas mal squatté l'année dernière et moi j'avais découvert le morceau avec un clip où j'étais tombé dessus par hasard, c'était le morceau Million Miles qui est le morceau un peu titre tubesque de l'album. Et du coup j'avais écouté l'album en me disant c'est qui ce gars, et j'avais pris une petite claque, une petite fessée. Voilà, non, en fait, alors déjà le truc qui marche bien dans l'album, au-delà du style multi inspiré du gars musicalement, c'est surtout son flow. Ça me rappelle par moments, même si je suis pas un grand défendeur et un grand fan du groupe, le flow de Kelly de Bloc Party. On peut pas forcément le chanteur de Bloc Party a un petit peu ce côté flow et un peu cette rythmique au niveau de la voix, et on est très proche au niveau de je trouve, de la sonorité. Mais c'est bête de le résumer qu'à ça. Le gars, on en parlait tout à l'heure, c'est marrant en off, mais ce gars-là, pour moi, c'est un peu le A$AP Rocky en termes de hype actuel, parce que gars-là, parce que tu regardes un peu son actu, ce gars-là, il est dans tous les défilés Chanel, Fendi, c'est une putain de bête de mode aussi comme A$AP Rocky, sauf en mode londonien du coup. Et il est en mode, là j'ai vu des photos de lui récemment, en début d'année, il était à Milan et tout, en mode méga tenue, large, Fendi, Dior, basket, il est un peu très hypé au niveau de la mode. Et en plus, il commence à faire des featuring un peu avec tout le monde. Il a fait là, il est sur Headbanger actuellement avec le nouveau protégé de Headbanger qui s'appelle Mid. Il a fait un morceau en featuring dans son album avec lui. D'ailleurs, le morceau est super cool. Et donc voilà, moi ce que j'aime bien aussi dans l'album, on est dans ce côté, on en parle un petit peu en off avec notre Tekos, mais non, il y a un petit côté punk dans l'album qu'on ressent, le punk un peu joyeux pour répéter ces mots, mais c'est vrai, le punk un peu happy. On est dans du rap, il y a des morceaux super two-step, il y a un morceau qui s'appelle What the Fuck. Il y a vraiment une rythmique two-step, c'est vraiment la rythmique drum and bass un peu accélérée comme ça, où il pousse son flow dessous, ce morceau il est malade. Et il y a des morceaux super trap aussi avec Control Alt Del. Ce morceau il est un peu perché aussi. J'aime beaucoup le morceau tubesque que j'ai parlé tout à l'heure, Million Miles. Et donc voilà, donc pour moi c'est j'attends de voir ce qu'il va donner par la suite, parce que ça c'est le genre de mec qui a tellement d'influence sur un premier album. Tout le monde dit waouh, cryogénie au début. Attention le contre-coup, je peux me dire ça peut des fois être dangereux. Mais en tout cas cet album là c'est un sans faute. Il arrive le gars à avoir des influences passées, il arrive à affirmer son style. Et je trouve que non, franchement c'est cool. En termes de, c'est pas que de la hype quoi. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment construit, c'est plutôt cool quoi. Ouais, moi je connaissais pas en fait. Première écoute et première impression, il y a aucun doute, ce mec est anglais. Ah ouais, forcément. L'accent Camden Town. Mais c'est marrant parce que l'écoute, ça m'a renvoyé à mon expérience très personnelle où il y a quelques groupes comme ça que j'ai découvert en festival, en allant voir, en ne sachant absolument pas ce que j'allais voir, et je me suis retrouvé devant une scène. Et je me suis fait boxer la gueule pendant 1 heure. Et je regrette de ne pas avoir découvert ce mec sur scène d'entrée, parce que j'ai découvert comme ça des groupes auxquels ça m'a fait penser, alors plus ou moins, mais effectivement, tu peux parler de Bloc Party, ça a été le cas. Funeral Party aussi. Où beaucoup ils ont un peu où ils ont pareil ce flow un peu scandé avec une musique hyper énergique. Falls aussi qui peut avoir qui peut un peu rebondir sur cette façon de jouer de la musique. Je suis persuadé que ça doit être d'une efficacité incroyable sur scène, et moi étant un amoureux des premiers albums, ça rentre pleinement dans le cas, et j'ai un peu peur, un peu comme mes comparses du deuxième album, parce que c'est tellement d'une efficacité, tellement d'une fraîcheur que on ne sait pas où il va. Il va falloir être malin pour rebondir. Ouais, c'est ça. C'est toujours les albums qui arrivent à un moment où ça doit arriver. Ça arrive pile au bon moment, mais putain, après le deuxième album, des fois, il peut faire mal. Mais en tout cas, ne boudons pas notre plaisir. C'est hyper agréable à écouter. Ça sent l'été. Ça donne envie de sauter partout, de boire des bières. Ouais, grave à fond. Mais l'album, il a déjà 2 ans, et du coup, depuis, il a refait 2 EP qui sont plutôt cool. Il a fait des featuring qui passent bien. Donc voilà, c'est la transition. Il faut voir ce qu'il donne après. Mais pour le moment, c'est un sans faute, quoi. Yep.
On touche à la fin. Nous, notre but cette année, on vous le confirme, c'est de réessayer de reprendre notre cheval de bataille, enfin reprendre le rythme comme on voulait le faire juste avant. Donc voilà, cette 6e saison, on va essayer de refaire des chroniques comme on aimait faire. Et voilà, et avec les comparses, il y aura des nouvelles têtes sûrement, des nouvelles chroniques, plein de choses. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt. À très bientôt et merci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Retrouvez une nouvelle émission tous les 15 jours sur mixcloud.com/.